S'il vous plaît, donnez-moi un abri. » La pauvre femme frappa à la porte d'un inconnu, sans imaginer qu'il était un... Il était un peu plus de 22 heures lorsqu'un bruit inattendu brisa le silence de la nuit. Julien Morel, seul dans sa vieille maison en bois nichée au cœur de la forêt, sursauta légèrement en entendant des coups frapper à sa porte. Il posa sa tasse de tisane encore fumante sur la table, fronça les sourcils et se leva. Le vent hurlait dehors, la pluie tombait en rafales contre les vitres. Personne ne venait jusqu'ici, surtout pas à cette heure. Personne, sauf elle. Quand il ouvrit, ce fut comme un tableau figé par l'étrangeté du moment. Une femme se tenait là, entièrement trempée, ses cheveux collés au visage, le souffle court. Elle semblait avoir marché des kilomètres sous la pluie battante. Elle leva les yeux vers lui, et ce regard fatigué mais déterminé le frappa de plein fouet. « S'il vous plaît, donnez-moi un abri. » Sa voix était rauque, abîmée, presque suppliée. Julien resta muet une seconde, déconcerté. Il scruta rapidement les alentours, ne vit personne d'autre. Elle était seule, totalement seule. Il hésita. Cet homme, taillé dans la solitude comme le bois de sa maison, n'était pas du genre à ouvrir sa porte aux étrangers, encore moins dans ces circonstances. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de cette femme, quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer. « Entrez !» finit-il par dire d'un ton grave, s'écartant pour la laisser passer. Elle entra sans un mot de plus, ruisselante, laissant une flaque d'eau sur le plancher. Julien referma la porte derrière elle. Pendant quelques secondes, aucun ne parla. Il la regardait retirer son manteau détrempé avec des gestes précipités, comme si elle ne supportait plus le poids de l'humidité, ni celui de ce qu'elle fuyait. Il l'observa discrètement, cet inconnu au visage fermé mais marqué par la fatigue. Elle ne devait pas avoir plus de 35 ans. Elle portait des vêtements simples, sans sac visible, à part un petit cabas en toile. Rien n'indiquait qui elle était, d'où elle venait, ou ce qu'elle cherchait vraiment. « Je m'appelle Julien », dit-il enfin, tentant de briser ce silence trop épais. « Claire », répondit-elle sans le regarder. Puis, après une seconde, « Claire Dubois ». Julien hocha la tête lentement. Elle grelottait légèrement. Sans un mot, il alla chercher une couverture qu'il lui tendit. Claire l'accepta avec un remerciement à peine audible. Il lui fit signe de s'asseoir près du poêle à bois, où le feu crépitait doucement. Elle s'installa, croisa les bras autour de la couverture et se pencha vers la chaleur comme pour s'y enfouir. Il resta debout, la regardant, indécis. « Vous êtes perdu ?» Claire secoua la tête. « Pas un mot. Quelqu'un vous cherche ?» Cette fois, elle leva les yeux. Son regard s'assombrit, mais elle ne répondit pas. Julien comprit que la question ne serait pas accueillie. Pas maintenant. Le silence s'installa de nouveau, seulement troublé par le bois qui craquait dans le feu. Julien se détourna, alla chercher une tasse, versa un peu de tisane et la lui tendit. Claire l'accepta en murmurant un « merci », presque imperceptible. Il ne posa plus de questions ce soir-là. Elle ne parla plus. Le reste de la nuit, ils la passèrent chacun de leur côté. Elle, recroquevillée sur le canapé, les yeux ouverts dans l'ombre. Lui, dans sa chambre, l'oreille attentive au moindre bruit. L'inquiétude ne venait pas d'elle, mais de ce qu'elle fuyait. Car même si elle ne l'avait pas dit, Julien sentait dans chacun de ses gestes que cette femme n'était pas simplement une voyageuse égarée. Elle fuyait quelque chose, quelqu'un, et cela, il le connaissait trop bien. En la voyant, tremblante, serrant la couverture contre elle, il se revit lui-même des années plus tôt, devant une autre porte qu'il n'avait pas osé franchir. Il ne savait pas encore ce que cette nuit allait provoquer dans sa vie, mais il sentait déjà que ce n'était pas une rencontre ordinaire. Et pendant que la pluie continuait de fouetter les murs de la maison, Claire ferma enfin les yeux. Julien, lui, resta éveillé longtemps encore, écoutant le silence d'une présence qui, il le pressentait, allait tout bouleverser. Le lendemain matin, la lumière du jour filtra à travers les rideaux usés de la cuisine. Le chant discret des oiseaux perçait le silence de la forêt encore humide de la pluie de la veille. Julien était déjà debout, assis à la table en bois massif où trônaient 2 tasses et une cafetière presque vide. Il avait dormi peu. L'arrivée inattendue de Claire l'avait tenu en alerte toute la nuit, plus par instinct que par méfiance. Il ne comprenait pas encore ce qui, chez elle, l'avait empêché de lui fermer la porte au nez. Une forme de lassitude qu'il reconnaissait peut-être, une douleur familière. Claire descendit les escaliers lentement, vêtue d'un pull qu'il lui avait laissé. Ses propres vêtements séchaient encore près du feu.
Elle marchait sans faire de bruit, comme si elle s'excusait d'exister. Julien leva les yeux vers elle, mais ne dit rien. Il lui fit un signe de tête en désignant la tasse qu'il avait préparée. Elle s'assit sans un mot, remerciant d'un simple hochement de tête. Le silence s'installa, non pas celui gêné des inconnus, mais celui lourd de ceux qui ont trop à cacher. Julien n'était pas homme à parler pour combler le vide. Il l'observa en silence, notant la fatigue dans ses traits, la tension dans sa mâchoire et surtout ce regard qui évitait le sien avec une précision presque chirurgicale. Claire tenait sa tasse à deux mains, comme pour s'y raccrocher. Son visage était fermé, mais Julien savait lire entre les lignes. Cette femme portait quelque chose de plus lourd qu'un simple sac de voyage. Elle posa finalement la tasse sur la table, les doigts tremblants à peine perceptibles. « Merci pour hier soir. Je ne voulais pas vous déranger. Ce n'est rien. Vous étiez dehors, sous la pluie. Je n'allais pas vous laisser là. » Elle baissa les yeux. Julien attendit une suite, mais rien ne vint. Il aurait pu poser des questions, exiger des explications. Mais il connaissait ce mur. Ce genre de silence ne se brise pas avec des mots. Il faut attendre qu'il se fissure de lui-même. Plus tard dans la matinée, Claire demanda timidement s'il avait besoin d'aide pour quoi que ce soit. Julien, surpris, lui proposa de l'accompagner à l'étable. Ils passèrent plusieurs heures à s'occuper des animaux et il remarqua vite que Claire n'était pas étrangère aux tâches manuelles. Elle savait traire une chèvre, réparer une clôture, balayer une grange sans rechigner. Elle travaillait avec une efficacité discrète, sans jamais se plaindre. Julien n'en dit rien, mais il l'observait. Une ancienne banquière, comme elle le lui révélerait plus tard, n'aurait pas dû savoir tout cela. Lorsqu'elle glissa sur une pierre humide, il lui tendit la main sans réfléchir. Elle l'attrapa avec hésitation et leurs regards se croisèrent. Julien y lut de la gêne, mais aussi de la peur. Ce n'était pas la peur de tomber ou de se blesser, c'était une peur bien plus profonde, incrustée dans la peau comme une cicatrice. Il ne dit rien. Il la laissa reprendre son équilibre et continuer. À midi, de retour dans la maison, Claire s'isola un instant dans le salon pendant que Julien préparait quelque chose à manger. En cherchant un torchon dans un placard, il entendit un léger bruit, quelque chose qui tombait au sol. Il entra dans la pièce. Claire était accroupie, ramassant une photo qu'elle avait visiblement fait tomber de son sac entrouvert. En s'approchant, Julien aperçut l'image. Un homme souriant et une petite fille aux boucles brunes, tenant une peluche. Claire s'empressa de la ranger, mais Julien avait déjà vu. Il ne dit rien, ne posa aucune question, mais l'image s'imprima dans sa mémoire. L'homme sur la photo semblait heureux. La fillette aussi. Et pourtant, la femme qui tenait cette photo avait le regard vide de quelqu'un qui avait tout perdu. Après le déjeuner, ils passèrent à l'après-midi chacun de leur côté. Julien partit inspecter une clôture endommagée par la tempête de la nuit. Claire resta à l'intérieur, prétendant vouloir lire, bien qu'aucun livre ne semblait l'intéresser. Elle passait plus de temps à fixer la fenêtre qu'à tourner les pages. Quand Julien revint, la pluie avait recommencé à tomber, fine mais constante. Il la trouva assise dans le fauteuil près du feu, ses yeux rouges trahissant des larmes qu'elle n'avait pas versées devant lui. Le soir venu, le dîner fut silencieux. Claire mangeait peu, repoussant la moitié de son assiette. Julien, lui, n'était pas plus loquace, mais son regard revenait sans cesse vers elle. Il sentait que quelque chose bouillait derrière ce calme apparent, quelque chose qu'elle n'osait pas partager. Quand elle se leva pour aller se coucher, il la raccompagna du regard jusqu'à l'escalier. Puis, seul dans la cuisine, il resta longtemps devant la fenêtre, à regarder les gouttes tracées des chemins erratiques sur la vitre. Il ne savait pas encore ce qui le liait à cette inconnue, aux mains calleuses et au regard brisé, mais il savait qu'elle n'était pas là par hasard. Ce soir-là, alors que le silence s'épaississait à nouveau entre les murs de la maison, Julien sentit en lui naître une curiosité mêlée d'inquiétude. Il se revit des années plus tôt, perdu dans son propre labyrinthe de douleur. Il aurait voulu pouvoir tendre la main à Claire, mais quelque chose en elle repoussait toute tentative d'approche, comme si elle avait érigé une barrière pour ne plus jamais souffrir. Ce n'est que bien plus tard, en remontant les escaliers pour aller se coucher, qu'il entendit un léger sanglot derrière la porte fermée de la chambre d'amis. Il s'arrêta, le cœur serré. Il ne frappa pas. Il ne parla pas. Il se contenta d'écouter, impuissant, parce qu'il connaissait ce genre de larmes, celles qu'on verse quand personne ne doit entendre, celles qui portent le poids de tout ce qu'on n'ose pas dire. Et pendant qu'il retournait dans sa chambre, une certitude s'ancrait lentement en lui,
Claire Dubois n'était pas seulement en fuite. Elle se battait contre quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle laissait paraître. Et il allait, tôt ou tard, devoir choisir entre respecter ce silence ou le briser pour l'aider. La nuit tomba tôt ce soir-là. Le ciel, couvert de nuages sombres, s'était refermé sur la forêt comme un couvercle pesant. Le silence habituel des lieux, d'ordinaire paisible, semblait plus lourd que jamais. Julien referma soigneusement les volets et vérifia une dernière fois les serrures de la porte. Une habitude qu'il ne prenait pas à la légère. Isolé au cœur de cette étendue boisée, il avait appris à être vigilant sans sombrer dans la paranoïa. Mais depuis l'arrivée de Claire, un sentiment étrange avait commencé à s'installer. Une tension diffuse, sourde, qui l'accompagnait même dans les gestes les plus simples. Claire, quant à elle, était restée enfermée dans la chambre d'amis la majeure partie de l'après-midi. Elle avait accepté une couverture supplémentaire sans commenter la température. Julien lui avait proposé un bol de soupe pour le dîner. Elle avait mangé sans dire un mot, les yeux fixés sur ses mains, comme si elle racontait à elle seule ce qu'elle refusait de dire. Julien, habitué à la solitude, n'avait pas insisté. Il ne supportait pas les conversations forcées. Mais ce silence-là, si dense, si chargé, finissait par peser même sur lui. Aux alentours de minuit, il fut réveillé par un bruit discret, quelque chose d'à peine perceptible, mais suffisant pour alerter un homme comme lui, habitué à l'écoute des sons de la nuit. Il se redressa dans son lit et tendit l'oreille, puis il l'entendit clairement, un sanglot, étouffé, douloureux, presque coupable. Il venait de la chambre d'amis. Julien ne bougea pas. Il resta assis dans l'obscurité, à écouter cette peine muette. Il comprit que Claire pleurait en silence, comme on pleure une vérité qu'on ne peut pas affronter à voix haute. Il aurait pu se lever, frapper à sa porte, offrir une parole, un geste. Mais il savait que certaines douleurs ne supportaient pas la lumière. Alors il resta là, immobile, les yeux ouverts dans le noir, partageant ce chagrin sans y toucher. Au matin, il trouva Claire déjà debout. Elle avait nettoyé la cuisine, préparé du café, et même nourri les poules. Julien fronça les sourcils en voyant cela, non pas par contrariété, mais par surprise. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle prenne des initiatives, encore moins à ce qu'elle s'implique dans la vie de la ferme. Elle semblait chercher une forme de normalité, un ancrage. Elle ne le regardait pas dans les yeux, mais son corps parlait à sa place. Elle voulait mériter l'abri qu'elle avait demandé. Julien, sans un mot, lui tendit une veste plus adaptée à la météo. Elle l'enfila sans discuter. Ils sortirent ensemble, traversant les herbes encore humides du matin. Claire travaillait en silence, ramassant le foin, vérifiant les clous des enclos. Julien l'observait. Il notait ses gestes précis, sa connaissance instinctive du travail manuel. Cela n'avait rien d'improvisé. Elle n'était pas simplement une citadine perdue dans la nature. Elle avait connu autre chose. Peut-être pas cette vie, mais une vie qui l'en avait approchée. Vers midi, alors qu'il revenait vers la maison, Julien s'arrêta en haut du chemin de terre. Là, entre les arbres, à une centaine de mètres, il aperçut un véhicule arrêté. Un 4x4 sombre, moteur éteint, stationné trop longtemps pour qu'il s'agisse d'une simple erreur de direction. Il ne bougeait pas, mais Julien sentit immédiatement que sa présence n'était pas anodine. Claire, voyant son regard figé, s'arrêta à son tour. Elle suivit ses yeux, vit le véhicule. Elle pâlit légèrement. Julien tourna la tête vers elle. Elle soutint son regard pendant une seconde, puis détourna les yeux. « Tu connais cette voiture ?» demanda-t-il, sans hausser la voix. « Non », répondit-elle après une pause. Mais sa voix était moins assurée que d'habitude. Julien la fixa encore un instant, puis prit une décision sans l'annoncer. Ils rentrèrent. Il fit comme s'il n'avait rien vu. Mais dès la porte fermée, il vérifia la serrure et tira les rideaux. Claire, elle, monta directement dans la chambre d'amis. Il entendit la porte se refermer, puis plus rien. Ce jour-là, Julien travailla dans l'atelier plus que de raison. Il réparait une vieille barrière qui n'avait pas besoin d'être réparée. Il avait besoin de mouvement, de bruit, de distraction, mais son esprit revenait sans cesse vers le véhicule dans les bois et vers la peur qu'il avait vue passer dans les yeux de Claire. Il ne voulait pas la brusquer, pas encore. Mais il ne supporterait pas longtemps de ne pas savoir ce qui la liait à cette menace silencieuse. Le soir venu, ils dînèrent à nouveau ensemble. Cette fois, c'est Claire qui parla la première. « Merci de ne pas poser de questions », dit-elle doucement. Julien haussa les épaules. « Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure chose à faire. » Elle releva les yeux. Ils se croisèrent un instant. « Tu as peur que je t'attire des ennuis ?»
Il ne répondit pas tout de suite. « J'ai surtout peur que tu sois en danger et que tu ne veuilles pas que je t'aide. » Claire sembla touchée. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle se leva, s'excusa brièvement, puis quitta la pièce. Julien resta seul à la table, le regard perdu dans sa tasse. Plus tard, alors qu'il allait éteindre les lumières, il entendit des pas légers derrière lui. Claire était là, debout dans l'ombre du couloir. « Je suis désolé de t'avoir impliqué là-dedans. Je ne voulais pas... » Julien la regarda fatigué, mais sans colère. « Tu n'as encore rien dit, donc je ne sais même pas dans quoi je suis impliqué. » Elle sourit tristement. Puis, sans un mot de plus, elle retourna dans sa chambre. Ce soir-là, Julien monta se coucher plus inquiet que les autres nuits. Non pas pour lui, mais pour cette femme qui portait sa douleur comme une armure. Et cette voiture, là-bas dans l'ombre des arbres, il savait qu'elle reviendrait. Ce genre de silence ne dure jamais longtemps. Le soleil avait percé timidement la brume matinale. Dans les champs, l'humidité nocturne s'évaporait en volutes blanches, donnant à la campagne un air suspendu, presque irréel. Julien chargeait du bois dans une brouette, concentré sur la tâche, mais son regard dérivait souvent vers la maison. Depuis le matin, Claire n'avait pas prononcé un mot. Elle avait mangé en silence, les yeux rouges, les traits tirés. Quelque chose avait changé depuis la veille. Et Julien, bien qu'homme de peu de mots, ne supportait plus de marcher à l'aveugle dans une situation qu'il n'avait pas choisie. Claire apparut dans l'encadrement de la porte, ses bras croisés sur sa poitrine. Elle observait Julien depuis la terrasse, comme si elle cherchait à deviner ce qu'il pensait. Le silence entre eux était désormais plus lourd que jamais, et cela n'avait rien à voir avec la timidité ou la prudence. C'était une tension réelle, palpable, qui finissait par éroder même la bienveillance initiale que Julien lui avait offerte. Il posa la brouette et s'approcha lentement. Claire baissa les yeux mais ne bougea pas. « Tu es en fuite, Claire ?» demanda-t-il enfin sans détour. Elle redressa la tête brusquement, le visage figé. « Non, » répondit-elle, trop vite. Julien croisa les bras attendant plus, mais elle détourna à nouveau le regard. « C'est drôle parce que tout en toi dit le contraire. Tu ne dors pas, tu regardes constamment par la fenêtre. Et il y a eu cette voiture hier. Tu veux vraiment que je croie que c'était une coïncidence ?» Elle resta silencieuse, les lèvres pincées. Julien s'approcha encore, pas menaçant, mais ferme. « Tu es chez moi. Je t'ai ouvert ma porte sans poser de questions. Mais maintenant j'en ai. Et j'ai besoin de réponses. » Elle recula d'un pas, la voix tremblante. « Je ne peux pas te raconter, pas encore. Ce n'est pas contre toi, c'est compliqué. Alors explique-moi. » Elle secoua la tête. « Je n'y arrive pas. Pas maintenant. » Julien soupira puis fit volte-face. Il retourna à ses tâches sans ajouter un mot. Claire le regarda s'éloigner, la gorge nouée. Elle avait senti la déception dans sa voix, cette frontière invisible qu'elle venait de franchir. Elle voulait lui dire. Elle voulait tout mettre sur la table. Mais elle avait peur, non pas de lui, de ce que dire la vérité allait déclencher. Les jours suivants furent marqués par une étrange coexistence. Claire continuait d'aider à la ferme. Julien ne l'en empêchait pas. Mais ils ne se parlaient presque plus. Les échanges se limitaient à des consignes, des gestes, parfois un regard. Pourtant, dans la cuisine, au détour d'un geste banal, leurs mains se frôlaient. Un frisson passait. Ils faisaient semblant de ne rien remarquer. Mais la tension n'avait rien perdu de son intensité. Elle avait simplement changé de forme. Un soir, alors qu'ils dînaient en silence, Claire éclata soudain de rire. Julien leva les yeux, surpris. Elle venait de se souvenir d'une anecdote liée à un poulailler qu'elle avait vu une fois dans un reportage. C'était banal, inattendu, presque absurde dans ce climat tendu. Mais Julien sourit malgré lui. Ce fut la première fois qu'ils riaient ensemble. Et ce rire, fragile, fut comme une brèche dans le mur. Julien se détendit un peu ce soir-là. Ils partagèrent un verre de vin et la conversation, bien que légère, reprit timidement. Claire parla un peu de son enfance à Angers, des dimanches passés chez sa grand-mère, des gâteaux au citron qu'elle n'a jamais réussi à reproduire. Julien raconta quelques histoires sur ses chèvres, sur un renard voleur qui revenait toujours au même endroit. C'était simple, humain. Un instant de trêve dans le tumulte intérieur de chacun. Mais la nuit n'avait pas dit son dernier mot. Aux alentours de 23 heures, alors qu'il terminait de ranger la cuisine, le téléphone fixe de la maison sonna. Un objet presque oublié, que Julien n'utilisait plus depuis des années. Il le gardait par habitude parce que les lignes mobiles captaient mal dans la région,
Il échangeait rarement des appels, presque jamais. Julien décrocha, le regard suspicieux. Une voix d'homme calme mais ferme demanda « Est-ce que Claire Dubois est là ?» Julien ne répondit pas immédiatement. Il resta silencieux. La voix reprit « Monsieur Morel, c'est important. Nous devons la contacter. Elle est concernée par une affaire urgente. » Julien raccrocha sans un mot. Claire, qui avait entendu son nom, le fixait, livide. « Qui c'était » demanda-t-elle. Julien, les poings serrés, répondit sans la regarder. « Tu veux toujours pas parler ?» Elle fit non de la tête, les lèvres tremblantes. « Alors commence à faire tes valises ?» Claire recula, choquée. « Quoi? Tu veux que je parte ?» Julien la regarda enfin, droit dans les yeux. « Je ne supporte pas les mensonges. Tu peux fuir autant que tu veux, mais pas ici, pas chez moi. » Elle resta figée, incapable de répondre. Julien quitta la pièce sans un mot de plus. Le son de ses pas lourds résonna jusqu'à l'étage. Claire, seule dans la cuisine, sentit la panique monter. Elle avait tout gâché. Elle le savait. Et pourtant, au fond d'elle, elle comprenait sa réaction. Il avait été patient, respectueux, généreux. Mais il avait aussi ses limites. Elle monta dans sa chambre, commença à plier quelques affaires. Mais ses gestes étaient hésitants. Chaque vêtement qu'elle rangeait lui semblait plus lourd. Ce n'était pas seulement un abri qu'elle perdait. C'était un début de confiance, une chaleur discrète, une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Et en fermant la fermeture éclair de son sac, elle comprit qu'elle ne voulait pas partir, mais que rester sans dire la vérité serait pire. Elle passa une partie de la nuit assise au bord du lit, fixant le sac fermé à ses pieds. À travers la cloison fine, elle entendait parfois Julien tourner dans son lit. Lui non plus ne dormait pas. Le matin venu, la maison était silencieuse. Claire descendit, le sac à la main. Julien était déjà dehors, coupant du bois. Elle resta un moment à le regarder depuis la fenêtre. Puis, sans un mot, elle posa le sac près de la porte et monta les escaliers. Elle avait décidé de parler, enfin, mais pas sous pression. Elle allait le faire à sa manière, au moment juste, parce qu'elle savait désormais qu'il méritait au moins ça. Le soleil s'était levé sur une atmosphère plus froide que d'habitude. Une brume légère s'attardait encore au-dessus des prés et les feuilles commençaient à prendre des teintes automnales. Julien, dès l'aube, avait quitté la maison sans dire un mot. Il était parti réparer une clôture à l'est de la propriété, une tâche qu'il aurait pu repousser, mais qu'il avait volontairement choisie pour s'éloigner. La nuit avait été agitée, marquée par un mélange de colère, de frustration et de tristesse qu'il ne parvenait pas à démêler. Il ne savait plus s'il était en colère contre Claire ou contre lui-même pour avoir baissé sa garde, pour s'être laissé atteindre. Claire, restée seule dans la maison, errait d'une pièce à l'autre comme une âme en transit. Le sac toujours posé près de la porte lui semblait étranger, un rappel muet de sa promesse non tenue. Elle n'était pas partie, pas encore, mais elle savait que le temps pressait. Julien ne l'attendrait pas indéfiniment, et pourtant elle ne trouvait pas les mots ni le courage pour lui dire tout ce qu'elle portait. Elle avait vécu trop de silence, trop de jugement pour croire que celui-ci serait différent. Et malgré cela, quelque chose en elle, une intuition peut-être, lui murmurait que cet homme-là méritait plus qu'un demi-mensonge. En milieu de matinée, elle entra dans la chambre qu'elle occupait depuis son arrivée. En tirant le tiroir de la table de nuit à la recherche d'un stylo, elle trouva une enveloppe oubliée. Froissée, jaunie, elle portait une écriture soignée, un prénom à peine lisible, Élise. Par réflexe, Claire la retourna, hésita, puis l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre rédigée à la main, avec une encre légèrement estompée. Les mots parlaient d'amour, de douleur, de départ. C'était une lettre d'adieu, écrite par une femme à son mari. Un adieu digne, tendre, mais marqué par la peur de l'absence. Claire la lut lentement, plusieurs fois. Elle comprit que cette Élise n'était autre que la femme de Julien. La lettre révélait une facette de lui qu'il n'avait jamais évoquée. Il avait aimé, il avait perdu, il avait souffert, et maintenant, il vivait avec cette douleur en silence, comme elle. Ce fut un choc doux, intime, presque honteux. Elle avait violé, sans le vouloir, un espace sacré. Mais au lieu de s'en sentir coupable, Claire ressentit une compassion profonde. Julien n'était pas simplement l'homme réservé et dur qu'elle croyait. Il était aussi un survivant d'une douleur immense. Et peut-être que cette douleur expliquait pourquoi il avait accepté de l'accueillir sans poser de questions.
parce qu'il reconnaissait en elle cette fracture invisible que seuls les cœurs brisés savent voir. Ce soir-là, Claire attendit le retour de Julien dans la cuisine. Elle avait préparé un ragoût simple, coupé du pain, mis 2 assiettes. Lorsqu'il franchit la porte, il sembla surpris. Elle se leva, mal à l'aise mais déterminée. « Je voulais te parler », dit-elle. Julien posa ses outils dans un coin, enleva sa veste sans répondre. Puis il s'assit, croisa les bras et la fixa. « Je t'écoute. » Claire prit une profonde inspiration. « J'ai travaillé dans une banque à Lyon. Pendant plus de 10 ans. J'étais efficace, froide, rigoureuse. Je n'étais pas heureuse, mais j'étais utile. » Elle fit une pause. Julien ne bronchait pas. « J'étais mariée. Il s'appelait Thomas. Il était gentil, drôle, un peu trop rêveur pour moi, mais on s'aimait à notre manière. Nous avons eu une fille. Jeanne. Elle a 6 ans maintenant. » Julien resta figé, son regard soudain plus dur. « Tu m'as dit que ta fille était morte. » Claire baissa les yeux, honteuse. « J'ai menti. Pas par méchanceté, par peur. Parce que dire la vérité, c'était accepter ce que j'avais fait. » Julien inspira lentement, les mâchoires serrées. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle serra ses mains sur la table. « Après la mort de Thomas, dans un accident stupide, j'ai perdu pied. Je ne mangeais plus. Je ne parlais plus. Je n'arrivais plus à regarder Jeanne. Tout en elle me rappelait lui. J'ai sombré. Les services sociaux sont intervenus. Mon état mental était instable. Ils ont confié Jeanne aux parents de Thomas. » Julien, toujours silencieux, avait les yeux fixés sur elle, comme s'il cherchait à deviner si chaque mot était vrai. « J'ai été suivi, soigné. Je me suis relevé. Mais quand j'ai voulu récupérer ma fille, mes beaux-parents ont tout fait pour m'en empêcher. Ils m'ont accusé de négligence, ont monté un dossier contre moi, inventé des choses. J'ai compris que, même si j'étais prête à être mère à nouveau, eux ne me laisseraient jamais faire. » Sa voix se brisa. « Alors j'ai fui, parce que rester, c'était risquer d'être arrêté. Ils ont de l'argent, des avocats, des contacts. Moi, je n'ai plus rien. » Julien détourna le regard comme pour digérer ses paroles. Puis, après un long silence, « Pourquoi venir ici ? Je ne savais pas où aller. J'ai pris un train, puis un bus. J'ai marché. Je ne cherchais pas un endroit précis, juste un refuge. Et ta maison est apparue. » Julien se leva, fit quelques pas, les bras croisés dans le dos. Puis il s'arrêta et parla sans la regarder. « Tu m'as menti, Claire. Ce n'est pas rien. Je sais, et je ne demande pas pardon. Juste une chance. » Il se tourna vers elle. Son visage restait fermé, mais ses yeux disaient autre chose. Pas de la colère, de la déception, oui, mais aussi de la compréhension. Peut-être même un peu d'admiration pour son courage tardif. « Cette lettre, celle de ta femme, » murmura-t-elle. Il la fixa brusquement sur la défensive. « Tu l'as lue ?» Elle hocha la tête, honteuse. « Par hasard. Je suis désolé. Mais elle m'a fait comprendre que tu connais cette douleur. Que toi aussi tu as perdu quelque chose que tu aimais. » Julien s'adoucit légèrement. Il reprit sa place à table. Le silence tomba de nouveau entre eux, mais il n'était plus hostile. Il était nécessaire. Ils mangèrent sans parler, chacun dans ses pensées. Mais quelque chose avait changé. Un premier pas avait été fait. Un lien fragile s'était tissé, non plus sur des apparences, mais sur la vérité nue, douloureuse, mais libératrice. Ce soir-là, ils ne se dirent pas bonne nuit. Mais Julien, avant de monter se coucher, posa une couverture supplémentaire sur la chaise près de Claire. Un geste simple. Mais pour elle, il valait toutes les paroles du monde. Les jours suivants s'étirèrent dans une routine étrange, presque fragile. Claire restait à la ferme, aidant Julien comme si rien n'avait été dit, mais tout dans leurs gestes révélait que quelque chose avait changé. Il n'y avait plus ce mur invisible entre eux, cette tension silencieuse qui les empêchait de se regarder autrement que comme deux inconnus contraints de partager un toit. À présent, ils se regardaient autrement, avec le poids des confidences partagées, mais aussi la prudence de ceux qui savent à quel point les blessures mal refermées peuvent s'ouvrir à nouveau à la moindre secousse. Julien, fidèle à lui-même, ne parlait que lorsque cela était nécessaire. Pourtant, Claire remarquait des détails qu'elle n'avait pas vus avant. Il lui servait une assiette sans qu'elle n'ait besoin de demander. Il réparait le loquet de la porte de sa chambre, silencieusement, sans même qu'elle sache comment il avait su qu'il coinçait. Parfois, il s'asseyait près d'elle après le dîner, sans rien dire, juste pour écouter la radio en silence.
C'étaient de petits gestes, presque invisibles, mais qui pesaient davantage que de longues phrases. Un matin, alors qu'ils rentraient tous deux des champs après avoir ramené les bêtes, Claire s'arrêta près du vieux banc en bois, face à la vallée. Elle l'avait remarqué dès les premiers jours, usé, bancal, comme s'il n'avait pas supporté le poids du temps. Julien, voyant qu'elle s'arrêtait, s'assit lui aussi, sans rien dire. Le vent balayait l'herbe haute, emportant avec lui une odeur de terre humide. « Tu l'aimais, hein ?» demanda Claire, les yeux fixés à l'horizon. Julien ne répondit pas tout de suite. Il sortit une cigarette de sa poche, la fit tourner entre ses doigts sans l'allumer. Finalement, il soupira. « Oui. » Claire tourna la tête vers lui, sans insister. Julien baissa les yeux, et pour la première fois, il parla de cette douleur qu'il gardait close depuis des années. Élise était douce, pas comme moi. Elle faisait de cette maison un lieu vivant. Elle parlait avec les voisins, elle chantait en préparant le dîner. Elle voulait des enfants. On essayait. Puis un jour, elle a commencé à tousser. Rien d'inquiétant au début. Mais ça ne s'arrêtait pas. Il marqua une pause. Claire ne bougea pas. Cancer rare. Agressif. Les médecins ont été clairs dès le début. On avait peu de temps. Elle a tenu 8 mois. J'étais là tous les jours. J'ai arrêté tout le reste, la ferme, les projets. Il n'y avait plus qu'elle. Il s'interrompit à nouveau, les yeux dans le vide. Quand elle est morte, j'ai eu l'impression que la maison elle-même s'est tue, que la forêt s'est arrêtée de respirer. Plus de rire, plus de voix, juste le silence. J'ai vendu une partie des terres. J'ai renvoyé les 2 saisonniers. Et j'ai appris à vivre seule. Claire serra les bras autour de ses genoux. Tu as survécu. J'ai existé. C'est pas la même chose. Le silence retomba, mais il n'était pas lourd. Il était partagé. Julien, en se confiant, venait de faire un pas aussi important que celui que Claire avait fait quelques jours plus tôt. Ils s'étaient retrouvés là, au bord de cette vallée, non pas comme 2 fuyards, mais comme 2 âmes qui avaient traversé le feu et n'en étaient pas sortis indemnes. Plus tard, dans la grange, alors qu'il triait des outils, Julien trouva la photo que Claire avait accidentellement laissée tomber dans une boîte en carton. Il la prit entre ses doigts, la contempla longuement. La petite fille aux boucles brunes, le sourire éclatant, le regard tourné vers l'objectif avec cette innocence que seuls les enfants possèdent encore. L'homme à côté d'elle devait être Thomas. Claire n'était pas sur la photo, peut-être était-elle derrière l'appareil. Julien entra dans la maison, la photo à la main. Claire était dans la cuisine, lavant des légumes. Il posa la photo sur la table, face visible. Elle est vivante. Tu m'as dit qu'elle était morte. Claire se figea. Elle ne se retourna pas tout de suite. Puis, lentement, elle s'essuya les mains, se tourna vers lui. Je sais, je t'ai menti, j'ai eu honte. Honte d'avoir abandonné ma fille. Honte d'avoir cru, ne serait-ce qu'un instant, que j'étais incapable d'être mère. Julien ne disait rien. Claire avança d'un pas. J'ai menti parce que c'était plus facile de dire qu'elle n'existait plus, que de dire que je l'avais laissée derrière. Parce que dans mon esprit, c'était comme si je l'avais perdue. Elle ne m'appelait plus maman, elle pleurait quand elle me voyait. J'étais devenue une étrangère. Sa voix tremblait. Mais elle est vivante, elle est là quelque part. Et moi, je suis ici, à me cacher comme une lâche. Julien resta silencieux encore quelques secondes, puis se leva. Tu n'es pas lâche, t'as juste pris peur. Et parfois, la peur pousse à fuir. Claire hocha la tête, incapable de répondre. Les larmes coulaient déjà. Tu comptes la revoir ? Elle leva les yeux vers lui. Je ne sais pas comment. Je ne sais même pas si j'en ai le droit. Julien la regarda longuement. Alors il est peut-être temps d'y penser. Il quitta la pièce, la laissant seule avec ses pensées. Ce soir-là, Claire ne dormit presque pas. Elle resta éveillée, assise dans son lit, la photo entre les mains. Elle pensait à Jeanne, à ses rires, à ses colères, à la façon dont elle s'endormait en tenant le bout de sa manche. Elle se souvenait des chansons qu'elles écoutaient en voiture, des bains mousseux, des dessins sur le frigo. Elle pensa aussi à Thomas, à leur dernière dispute, à son départ précipité ce matin-là, au téléphone qui avait sonné pour ne jamais plus le faire de la même manière. Elle ne pouvait plus fuir. Elle le savait. Julien aussi. Et désormais, il attendait. Pas des excuses. Pas des larmes. Il attendait la vérité. Toute la vérité. Et elle allait devoir la lui donner. Avant qu'il ne lui ferme cette porte qu'il avait, si généreusement, ouverte. Lorsque le jour se leva, la lumière qui filtrait à travers les volets n'apportait pas de réconfort.
Elle soulignait les angles de la pièce, les traces de poussière, les objets déplacés, comme si elle révélait tout ce que l'obscurité avait tenté de cacher. Claire se tenait debout près de la fenêtre de sa chambre, les bras croisés, le cœur battant trop vite. Elle savait que ce jour allait être différent. Il devait l'être, car continuer à vivre dans ce mensonge n'était plus tenable, pas pour elle, et surtout pas pour Julien, qui lui avait offert un abri, une confiance qu'elle avait entamée à force de silence. Elle descendit les escaliers lentement, chaque marche résonnant comme une décision. Julien était déjà dans la cuisine. Il beurrait une tartine d'eau tournée. Lorsqu'il l'entendit arriver, il ne se retourna pas tout de suite. Claire s'assit à la table. Il déposa une tasse de café devant elle, sans un mot, puis s'assit en face. « Je vais te dire tout », annonça-t-elle d'une voix calme mais ferme. Julien leva enfin les yeux vers elle, sans interrompre son geste. « Tu m'écoutes ?» Il hocha la tête. Claire prit une profonde inspiration, cherchant ses mots avec soin, mais refusant cette fois de les filtrer pour se protéger. Quand Thomas est mort, j'ai eu ce qu'ils appellent un effondrement nerveux. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je ne répondais plus à Jeanne. Je m'enfermais dans la salle de bain, je laissais les volets fermés, même en plein jour. Pendant presque 3 semaines, je n'ai pas préparé un seul repas. Elle s'arrêta, les larmes aux yeux, mais continua. Un jour, les parents de Thomas sont venus. Ils avaient les clés. Ils m'ont trouvé par terre dans le salon, Jeanne assise à côté de moi, tenant un paquet de biscuits vides. Elle n'avait que 3 ans. Julien serra les mâchoires, mais ne parla pas. Ils ont appelé une ambulance. J'ai été hospitalisé. Diagnostic: dépression sévère, état dissociatif, perte temporaire de la notion du temps. Le médecin a dit que je n'étais pas dangereuse pour les autres, mais incapable pour l'instant d'assumer mon rôle de mère. Elle jouait avec une serviette en papier, la tordant entre ses doigts. Les Dubois, les parents de Thomas, ont tout de suite demandé la garde provisoire. Le juge a accepté. On m'a dit que ce serait temporaire, que je devais me soigner. Et je l'ai fait. J'ai suivi toutes les thérapies. J'ai pris les médicaments. J'ai écrit à Jeanne toutes les semaines, même si je ne recevais pas de réponse. Elle releva la tête. Mais au bout de 6 mois, quand j'ai demandé à revoir ma fille, ils ont refusé. Ils ont dit qu'elle avait peur de moi, qu'elle pleurait la nuit dès qu'on parlait de moi, qu'elle avait oublié qui j'étais. Julien l'écoutait, toujours en silence. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais ses yeux étaient fixés sur elle, comme s'il tentait de la lire mot par mot. Ils ont engagé un avocat. Ils ont fait appel à des psychologues qui ne m'avaient jamais rencontré. Et moi, je n'avais pas les moyens de payer une défense correcte. Mon contrat à la banque avait été rompu. J'avais tout perdu. J'ai tenté de me battre au début. J'ai déposé une demande de médiation. Ils ne se sont même pas présentés à l'audience. Elle s'arrêta, la gorge serrée, puis reprit. Alors j'ai pris la fuite. Pas pour fuir ma fille, mais pour éviter qu'il me fasse passer pour une criminelle. Parce qu'il menaçait de porter plainte pour abandon, pour mise en danger. Et s'il le faisait, je risquais la prison. Et là, je ne pourrais plus jamais la récupérer. Julien ne dit toujours rien. Il croisa les bras, regarda un instant par la fenêtre. Pourquoi ne pas chercher de l'aide? Des associations? J'ai essayé. Mais chaque fois que je donnais mon vrai nom, les portes se refermaient. On me disait de revenir avec un avocat, de reprendre la voie judiciaire. Mais cette voie, je l'avais déjà prise. Et elle s'était refermée sur moi comme un piège. Elle posa les coudes sur la table, se penchant légèrement. Je suis ici parce que je ne sais plus où aller. Et parce que quand j'ai frappé à ta porte, je ne pensais pas que tu ouvrirais. Je voulais juste un toit pour une nuit. Pas tout ça. Julien la regarda longuement. Puis il se leva, marcha lentement jusqu'à la cafetière, versa une nouvelle tasse et revint s'asseoir. Tu as fait ce que tu pouvais. Peut-être pas toujours bien, mais tu as survécu. Claire baissa les yeux. Je veux la revoir. Je ne sais pas comment. Mais je ne veux pas qu'elle grandisse en croyant que je l'ai abandonnée. Julien prit une gorgée de café, puis posa la tasse. Alors il va falloir te battre autrement. Elle releva la tête, surprise. Tu veux dire, tu m'aides? Elle haussa les épaules, mais son regard était clair. Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un et de ne rien pouvoir faire. Si je peux éviter ça à quelqu'un d'autre, peut-être que ce sera moins lourd à porter. Claire sentit un poids énorme se dissiper. Elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle resta là, à le regarder sans savoir comment le remercier. Et pour Julien, ce silence-là valait plus que toutes les promesses. Dans les jours qui suivirent, la dynamique entre eux changea.
Julien commença à lui poser des questions concrètes. Quel papier elle avait encore? Quel contact elle avait pu garder, s'il y avait des preuves, même indirectes, de la manipulation des grands-parents? Claire fouilla dans ses affaires, retrouva des copies d'emails, quelques lettres non envoyées, des documents médicaux. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Julien fit quelques appels depuis un vieux portable. Des anciens collègues, des connaissances du village voisin, un avocat qu'il avait connu des années auparavant lors d'un litige foncier. Il ne disait pas tout, mais il avançait, pas à pas. Et Claire, pour la première fois depuis des mois, sentit que quelque chose bougeait, lentement certes, mais dans la bonne direction. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrivée, elle dormit sans se réveiller au moindre bruit, parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'elle n'était plus seule. Le calme des jours précédents s'était installé comme une brume légère autour de la maison, mais Julien ne s'y fiait pas. Depuis que Claire lui avait confié toute son histoire, il n'avait plus de doute sur la gravité de la situation. Ce n'était plus seulement une question de refuge ou de réparation intérieure. C'était une guerre discrète, juridique, émotionnelle, sociale. Une guerre dans laquelle Claire avait déjà trop perdu. Et désormais, en la gardant ici, il savait qu'il s'était placé avec elle de l'autre côté de la ligne. Il passait de plus en plus de temps à téléphoner, à chercher des informations, à parler à des contacts qui, pour la plupart, avaient disparu de sa vie depuis la mort d'Élise. Mais certains revenaient, intrigués par la sincérité de sa demande. Un avocat en pré-retraite accepta de regarder les premiers documents, à condition de rester dans l'ombre. Un ancien collègue de Claire à la banque lui transmit discrètement quelques preuves de mouvements suspects orchestrés par les parents de Thomas au moment du retrait de la garde. Ce n'était pas encore suffisant pour rouvrir un dossier officiel, mais c'était un début. Julien travaillait avec une précision froide. Claire, elle, oscillait entre espoir et terreur. Ce matin-là, Julien était dehors à réparer une partie du toit de l'étable. Claire préparait un déjeuner simple dans la cuisine, une soupe et du pain frais. Les fenêtres étaient ouvertes pour laisser entrer l'air frais de fin d'été. La radio grésillait doucement, égrenant des nouvelles lointaines. Le calme semblait total, jusqu'au moment où deux silhouettes apparurent dans le chemin de terre qui menait à la maison. Claire les vit depuis la fenêtre. Deux hommes, en civil, veste légère, démarche assurée. Pas des gendarmes en uniforme, mais pas des voisins non plus. Elle sentit immédiatement la menace. Son instinct, affûté par des mois de fuite, ne se trompait pas. Elle appela Julien sans crier. Il sortit aussitôt de l'étable et comprit la situation d'un seul regard. Les deux hommes s'approchaient déjà du portail. Julien avança vers eux calmement, les mains dans les poches. Claire s'était reculée dans l'ombre de la cuisine, le cœur battant. L'un des hommes sortit un portefeuille en cuir noir, l'ouvrit rapidement. « Bonjour, monsieur Morel. Nous sommes des enquêteurs civils mandatés pour une affaire familiale en cours. Nous cherchons une femme qui aurait été vue dans les environs. Elle s'appelle Claire Dubois. Vous l'auriez aperçue » Julien, sans changer de ton ni de posture, répondit aussitôt « Non, je vis seul. Personne n'est passé ici depuis des semaines. » Les hommes échangèrent un bref regard. « Vous êtes sûr ? On nous a indiqué cette propriété comme point potentiel de refuge. » Julien haussa les épaules. « J'ai pas vu de femme. Je travaille, je dors, je nourris mes bêtes. Si quelqu'un était venu, je le saurais. » L'un des hommes regarda la maison derrière Julien, les volets à demi ouverts, la porte entr'ouverte. Il fit un pas de côté, comme pour mieux voir. « Vous nous permettez de jeter un œil ? Juste par précaution. » Julien ne bougea pas. « Vous avez un mandat ?» Le ton était sec, tranchant. L'homme recula légèrement. « Non, pas pour l'instant. Alors bonne journée. » Il tourna les talons, leur montrant clairement que la conversation était terminée. Les deux enquêteurs restèrent figés quelques secondes, puis repartirent lentement. L'un d'eux jeta un dernier coup d'œil à la maison avant de s'éloigner. Derrière la porte, Claire s'était cachée dans la buanderie. Elle n'avait pas respiré pendant toute la scène. Lorsqu'elle entendit le bruit de leurs pas s'éloigner, elle sortit de sa cachette. Julien entra aussitôt, ferma la porte à double tour et tira les rideaux. Claire tremblait. Ils savent. Non, ils suspectent. C'est pas pareil. Mais ils vont revenir, avec un mandat cette fois. Julien acquiesça lentement. Probablement. Un silence tendu s'installa. « Je dois partir, » dit-elle alors, le regard fixé sur le sol. « Je ne peux pas t'impliquer plus que ça. Tu risques des poursuites, Julien. » Il secoua la tête. « Tu ne pars pas. Pas maintenant.
Je ne veux pas que tu paies pour mes choix. » Julien la fixa longuement, puis parla d'une voix ferme. « Tu crois que t'es la seule à avoir fait des erreurs, à porter des pertes ?» Elle voulut répondre, mais il leva la main. « Tu crois que t'es un poids? Peut-être. Mais t'es aussi une femme qui se bat pour sa fille. Et ça vaut plus que toutes les règles. » Claire sentit ses yeux se remplir de larmes. « Tu ne peux pas me sauver, Julien. Je ne veux pas te sauver. Je veux t'aider à te relever. » Elle recula bouleversée. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas une déclaration d'amour. C'était plus profond, plus réel. Un choix, une présence, une promesse de ne pas l'abandonner. Mais malgré ces paroles, Claire n'arrivait pas à se libérer de la peur. Cette scène avait réveillé en elle un sentiment qu'elle croyait enfoui. L'urgence de fuir, l'instinct de tout laisser derrière soi. Elle attendit que Julien retourne à l'étable pour vérifier l'état de la clôture, puis monta dans sa chambre. Elle prépara un sac discret, y glissa quelques vêtements, ses papiers, la photo de Jeanne, une lettre pliée qu'elle avait écrite pour Julien, au cas où elle partirait sans prévenir. Elle descendit, ouvrit doucement la porte arrière. Le chemin vers la forêt était là, accessible, libre. Une dernière fuite, une dernière chance de ne pas tout compromettre. Mais juste avant de franchir le seuil, elle vit posé sur la petite table de l'entrée un carnet à la couverture usée. Elle hésita, puis le prit, l'ouvrit au hasard, et ce qu'elle lut la cloua sur place. Des lettres, des dizaines de lettres, toutes signées de la main de Julien, toutes adressées à Élise. Des mots jamais envoyés, des fragments de douleur, de souvenirs, de solitude. Il lui parlait de ses jours sans elle, du vide dans la maison, des récoltes faites seules, du silence des dimanches. Il lui disait à quel point il se sentait inutile, incomplet, mais qu'il continuait malgré tout. Il écrivait pour ne pas oublier, pour ne pas sombrer. Claire, immobile, lut pendant de longues minutes, et comprit. Elle ne pouvait pas partir. Pas maintenant, pas après ça. Le vent s'était levé en fin d'après-midi, balayant les feuilles mortes qui s'accumulaient déjà le long des sentiers. Les arbres se pliaient sous les rafales, et les volets de la maison grinçaient légèrement, comme s'ils protestaient contre ce silence tendu qui pesait à l'intérieur. Claire était toujours là, debout dans l'entrée, le carnet de Julien ouvert entre ses mains. Le sac qu'elle avait préparé était resté au sol oublié, insignifiant devant le poids des mots qu'elle venait de lire. Chaque ligne, chaque paragraphe lui donnait l'impression de marcher à travers la douleur d'un homme qui, malgré tout, avait décidé de continuer. Il avait écrit pour ne pas se briser, pour ne pas sombrer, et sans le savoir, il venait de la retenir. Elle referma lentement le carnet, les doigts tremblants. Elle entendit les pas lourds de Julien sur le gravier de l'allée. Il revenait de l'étable. Son rythme régulier, presque rassurant, contrastait avec le chaos qu'elle sentait à l'intérieur d'elle-même. Elle avait été sur le point de tout quitter, encore, et il suffisait de quelques pages, d'une sincérité nue, pour que tout vacille à nouveau. Lorsque Julien entra, il trouva Claire assise sur le canapé, les yeux rouges, le carnet posé sur ses genoux. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, surpris mais pas fâché. Il avait toujours su que ce carnet finirait par être découvert. Il ne l'avait jamais caché vraiment. Peut-être même, au fond, voulait-il qu'elle le lise. « Je ne suis pas partie », dit-elle sans lever les yeux. Julien ne répondit pas. Il s'approcha, lentement, et s'assit dans le fauteuil d'en face. « Je sais ». Un silence s'installa, mais cette fois, il n'était pas froid. Il était chargé de ce qui ne pouvait pas encore être formulé. Claire releva la tête, le regarda longuement. « Pourquoi tu les as gardées, ces lettres ?» Julien posa ses mains sur ses genoux, les yeux dans le vide. « Parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un, et qu'il n'y avait plus qu'elle. » Claire hocha doucement la tête. « Tu lui parlais même longtemps après sa mort. Ça me gardait en vie. » Elle inspira lentement. « Est-ce que tu fais pareil avec moi ?» Julien leva les yeux vers elle, surpris par la question. « Tu veux dire écrire ?»« Non. Je veux dire continuer à croire que je suis là parce que tu as besoin de réparer quelque chose. » Julien secoua lentement la tête. « Tu n'es pas un projet, Claire. Tu n'es pas un remplacement. Et tu n'es pas une erreur. » Elle baissa les yeux, émue. Julien se leva, fit quelques pas dans la pièce. « Je ne sais pas ce que je ressens. Pas encore. Mais je sais que quand tu es entré ici, j'ai senti quelque chose se remettre en marche. Et quand tu as voulu partir, j'ai eu peur. » Claire se leva aussi. Ils se faisaient face, à 1 mètre l'un de l'autre. Moi aussi, j'ai eu peur. Toute ma vie, j'ai fui. Et là, je me suis vu recommencer.
Mais je t'ai lu. J'ai vu ta solitude, ton courage. Tu m'as aidé à rester debout, Julien. Il hocha la tête. Alors restons debout ensemble. Ce ne fut pas un pacte, ni une promesse. Juste une reconnaissance silencieuse de ce qui existait entre eux. Quelque chose d'authentique, de fragile, mais réel. Les jours qui suivirent furent marqués par une forme de complicité nouvelle. Claire ne se cachait plus. Elle ne rassemblait plus ses affaires en cachette. Elle vivait pleinement dans cet espace, participant aux tâches quotidiennes, riant parfois, s'asseyant à côté de Julien le soir pour écouter les bulletins agricoles ou les nouvelles régionales. Ils parlaient de tout et de rien, comme s'ils s'étaient toujours connus. Et pourtant, rien n'était précipité. Il n'y avait ni gestes déplacés, ni attentes irréalistes, juste deux êtres qui s'apprivoisaient à leur rythme, avec pudeur. Un matin, Julien entra dans la cuisine avec un dossier sous le bras. « C'est ce que m'a envoyé l'avocat. Il a relu les documents que tu avais, et il pense qu'on peut commencer à construire quelque chose. » Claire prit le dossier, le feuilleta, concentré. « Il pense qu'on a une chance ? Il pense que les grands-parents ont outrepassé certains droits, et que leur stratégie repose surtout sur la peur. » Elle acquiesça, silencieuse. Il propose de contacter une assistante sociale indépendante, quelqu'un de neutre, pour établir un rapport. Et ensuite, on pourrait monter un dossier pour rouvrir la demande de garde. Claire referma le dossier. « Ça me fait peur. C'est normal. Mais tu ne seras pas seule. » Elle releva les yeux vers lui. Il lui tendit la main, simplement. Elle la prit. Ce soir-là, après le dîner, ils s'installèrent sur le banc face à la vallée. Le ciel s'assombrissait lentement. Les derniers rayons du soleil embrasèrent les collines. Julien sortit de sa poche une petite boîte. Claire la regarda avec curiosité. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un morceau de bois sculpté représentant une balançoire. Simple, brut, mais touchant. « C'est pour Jeanne, » dit-il. Claire le prit dans ses mains. « Tu veux qu'elle vienne ici? Si un jour tu la retrouves, si elle a besoin d'un endroit où jouer, où se sentir en sécurité... » Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle comprit. Et dans le silence qui suivit, elle sut que même si le chemin restait long, elle n'aurait plus à le parcourir seule. Le ciel était bas ce matin-là, chargé de nuages lourds, presque menaçants. L'air sentait la terre humide et le bois mouillé. Julien avait allumé le poêle plus tôt que d'habitude, et la chaleur commençait à réchauffer l'atmosphère encore glaciale de la maison. Assise à la table, Claire lisait et relisait les feuillets que l'avocat de Julien leur avait fait parvenir. Ses mains tremblaient à peine, mais son regard restait fixé sur les lignes, comme si elle tentait d'en absorber chaque mot, chaque terme juridique. Julien, debout près de la fenêtre, observait la cour silencieuse, les mains croisées dans le dos. Ils étaient arrivés à un tournant. La stratégie mise en place jusqu'ici, discrétion, observation, repli, ne suffisait plus. Pour que Claire ait une chance de revoir sa fille, et surtout de la récupérer légalement, il fallait maintenant agir. Rassembler des preuves, contester les affirmations mensongères des grands-parents, démontrer que Claire avait été piégée et non défaillante. C'était un combat frontal, risqué, mais nécessaire. Le plan se construisit sur plusieurs jours. Chaque détail pesé, chaque geste mesuré. L'avocat, contacté par Julien, un homme méthodique, ancien défenseur de cas sociaux, discret mais tenace, avait accepté de prendre l'affaire à condition que son nom ne soit pas mentionné dans un premier temps. Il craignait à juste titre des représailles ou une pression judiciaire venue du camp adverse, visiblement influent. Il recommanda à Claire de récupérer certains documents administratifs qu'elle avait laissés dans son ancien appartement à Lyon, aujourd'hui en possession de ses anciens beaux-parents, ainsi que d'obtenir le témoignage d'une personne qui pourrait attester de sa réhabilitation. Une ancienne collègue, amie ou thérapeute. Julien suggéra alors une piste, une certaine Maude, ex-collègue de Claire à la banque, que celle-ci avait mentionnée une fois, sans trop entrer dans les détails. Maude avait été l'une des rares à lui écrire pendant son internement, avant de couper tout contact, probablement par peur de s'impliquer. Reprendre contact avec elle serait délicat, mais peut-être décisif. Ils décidèrent que Claire se rendrait en ville, déguisée sous une fausse identité. Julien connaissait suffisamment de monde pour lui fournir des vêtements sobres, une perruque, une fausse paire de lunettes, et de quoi rendre son apparence méconnaissable au premier coup d'œil. Il lui imprima aussi une nouvelle carte d'identité temporaire, créée par un de ses anciens contacts de jeunesse, un imprimeur qui avait connu des jours moins légaux. Le matin du départ,
Claire avait le ventre noué. Elle ne mangea presque rien. Julien vérifia une dernière fois les plans du trajet, lui indiqua quelles rues éviter, quels horaires privilégier. Il savait que les enquêteurs civils risquaient encore de surveiller la région. Mais le plan était simple. Julien l'emmènerait à mi-chemin en voiture, puis elle prendrait un bus pour éviter toute traçabilité du véhicule. Une fois à Lyon, elle devait retrouver Maude dans un café discret, en fin d'après-midi, sous prétexte d'un rendez-vous professionnel. Lorsque Claire descendit de la voiture à la station de bus, le ciel s'était obscurci davantage. Elle se retourna vers Julien. « Et si elle me rejette ?» Julien ne répondit pas tout de suite. Il la regarda dans les yeux. « Tu n'as pas besoin qu'elle t'aime. Tu as juste besoin qu'elle dise la vérité. » Claire hocha la tête, la gorge serrée, puis monta dans le bus sans se retourner. Le trajet lui parut interminable. Chaque arrêt, chaque visage qui montait, faisait naître en elle une nouvelle angoisse. Et si quelqu'un la reconnaissait? Et si quelqu'un appelait les autorités? Mais personne ne fit attention à elle. Elle n'était qu'une passagère de plus, dans un flux d'anonymes. En fin d'après-midi, elle arriva devant le café. Il était petit, discret, légèrement en retrait d'un carrefour animé. Elle entra, le cœur battant, et s'assit à une table dans le fond. Elle n'attendit pas longtemps. Maude arriva, presque à l'heure, l'air tendu. Elle s'installa sans sourire. « Claire ?» Elle ôta ses lunettes. Claire hocha la tête. « Je ne savais pas si tu viendrais. Tu as été vue récemment par 2 enquêteurs. Ils sont passés au bureau. Ils cherchent à te localiser. » J'ai paniqué. Claire respira profondément. « Je sais. Mais je suis là pour une seule chose. Je ne veux pas te mettre en danger. Je veux juste te demander si tu peux témoigner, dire ce que tu sais. » Maude la fixa longuement. « Ce que je sais, c'est que tu étais au bout, que personne ne t'a tendu la main, et que les parents de Thomas ont tout fait pour t'écarter définitivement. Et tu peux le dire? Tu veux que je témoigne officiellement? Non, pas encore. Pour l'instant, j'ai juste besoin d'un enregistrement. Ta voix, une trace. » Maude hésita. Claire sortit son téléphone, le posa sur la table, activé. « Tu n'as qu'à parler, rien de plus. » Après un long moment, Maude se pencha et parla. Elle raconta tout ce qu'elle avait vu, entendu, compris. La façon dont Claire avait été isolée, les pressions internes à la banque, les appels suspects passés par les Dubois à la direction. Elle ne cherchait pas à excuser Claire. Elle disait juste ce qui s'était passé, sans filtre, sans jugement. Claire éteignit l'enregistrement, le cœur serré. « Merci. » Maude prit une gorgée de son café, puis se leva. « J'espère que tu la reverras. Elle a le droit de connaître la vraie version. » Et elle partit. Claire resta seule un moment, puis sortit, nerveuse. Elle avait encore 2 rues à traverser pour rejoindre l'arrêt de bus. Mais, au coin de la 3e rue, elle le sentit. Quelqu'un la suivait. Claire sentait la tension grandir dans sa poitrine, alors qu'elle s'éloignait du café, le cœur battant. Elle avait l'enregistrement de Maude, les preuves qu'elle avait pu réunir, et un espoir neuf, mais aussi une peur qui n'avait jamais vraiment faibli. Elle pressait le pas dans les ruelles étroites de Lyon, essayant de ne pas regarder derrière elle. Elle avait revêtu une casquette sombre et les lunettes de soleil fournies par Julien, mais la lumière déclinante rendait l'effet incertain. Chaque ombre lui semblait suspecte. Quand elle tourna à l'angle de la rue suivante, elle vit un homme qui la regardait. Immobile sous un lampadaire, il la fixait de face. Son cœur sauta. Elle glissa dans une ruelle adjacente, espérant le perdre. Mais lorsqu'elle revint sur la grande avenue quelques minutes plus tard, l'homme était là encore, à distance. Son pas se fit plus rapide, mais l'autre aussi. La foule de la ville l'engloutissait, mais ne la protégeait pas. Elle sentait le danger, viscéral, imminent. Elle choisit un café de transit, un lieu animé, beaucoup de passages, entra rapidement et s'y réfugia. Elle s'assit au fond, le dos contre le mur, observant la porte. Avant même qu'elle ne réalise, l'homme entra, balayant la pièce du regard. Elle retint sa respiration. Il ne la reconnut pas aussitôt, et elle baissa la tête, feignant un intérêt pour son téléphone. Il la repérait pourtant. Lentement, il s'avança. Son visage était partagé entre la détermination et l'hésitation. Claire sentit ses jambes faiblir, mais elle resta assise. L'homme avança, s'arrêta à une table voisine. Il posa son sac. Il ne la toucha pas. Il parla doucement à une serveuse. Elle ferma les yeux un instant, peinant à croire ce qu'elle voyait.
Puis il se leva et s'approcha de sa table. « Claire Dubois ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Son nom prononcé la cloua sur place. Elle releva la tête, le cœur battant. « Oui, c'est moi », répondit-elle d'une voix tremblante. Il inspira. « Je pense que nous avons besoin de parler. » Elle le reconnut soudain. C'était l'avocat que les parents de Thomas avaient engagé, celui dont elle avait toujours redouté la présence, celui qu'elle croyait hors de son chemin. Vous le voyez, dans les scénarios de peur, on pense souvent que ceux que l'on fuit ne viendront jamais, mais le destin, ou simplement les choix, finit par les faire revenir. Et il entre sans qu'on l'invite. L'homme s'assit face à elle. « Ackerman, me voici. » Il indiqua sa plaque d'avocat qu'il sortit de sa mallette. « Vous m'avez beaucoup contrarié en fuyant. J'ai cru que cela vous serait impossible de vous donner la peine de revenir. » Elle le regarda avec défi. « Vous croyez que j'avais le choix? Que je suis revenu de mon plein gré ?» Il esquissa un sourire froid. « Vous avez fait un geste courageux en revenant. Mais vous avez fait plus encore en enregistrant Maude. Votre enregistrement sera utile, mais insuffisant. Je propose un accord. » Ces mots, posés, glacèrent l'air. « Accord ?» murmura-t-elle. « Oui, je représente les intérêts des grands-parents. Ils seraient prêts à envisager un retour à une médiation confidentielle si vous abandonnez toute action juridique publique. Vous gardez un accès progressif à Jeanne, mais en échange, vous cessez toute démarche médiatique ou judiciaire qui pourrait nuire à leur réputation. » Elle releva vivement la tête. « Jamais je ne me tairai sur ce qu'ils ont fait. » Ackerman haussa un sourcil. « Vous pourriez perdre tout, mais je vous propose une porte de sortie, une qui vous évite d'être coincé dans une bataille interminable. Pensez-y, je reviendrai demain. Si vous acceptez, je représente cela comme une victoire mutuelle. Si vous refusez, je poursuivrai tous les recours légaux possibles contre vous, et je doute que vous puissiez résister longtemps. » Et il se leva. Sans attendre sa réponse, il quitta le café, laissant Claire tremblante, son enregistrement toujours actif sur la table. Ses mains se crispèrent sur l'appareil. Elle le regarda s'éloigner, le silence de la pièce comprimant son souffle. Elle resta immobile longtemps. Autour, les clients parlaient. Le café grondait de conversation, mais elle ne les entendait pas. Une guerre venait de changer d'échelle, d'un affrontement secret à un conflit déclaré. Un ultimatum avait été posé. Soit elle renonçait à sa lutte pour éviter d'autres dégâts, soit elle continuait en sachant qu'elle risquait de tout perdre. Ses pensées remontèrent à Julien, à sa présence, à ses lettres, à ce plan risqué, à l'enregistrement de Maude. Elle pensa à Jeanne, à son droit de connaître sa mère, à sa propre dignité. Elle pensa à tous ceux qu'elle avait craints jusque-là, et à l'homme devant elle, qui n'était pas venu négocier, mais imposer ses conditions. Elle appuya sur « Stop » de l'enregistrement. Elle ferma les yeux un instant, respira profondément. Lorsqu'elle les rouvrit, ses traits étaient résolus. Elle sortit du café, monta dans un bus, rentra à la maison sans un mot. À l'arrivée, Julien l'attendait sur le pas de la porte, inquiet, le regard tourné vers le chemin de terre. Elle descendit du bus, posa un sac sur le sol, avança vers lui. « Il est venu », dit-elle simplement. Julien la prit par les épaules. Et elle posa ses lèvres contre son oreille, parla doucement. Il dit qu'ils veulent un accord, en échange de silence. Julien serra la mâchoire. « Dis-le-moi. Tout. » Elle hocha la tête, commença à raconter. Et dans ce récit sans peur, que Julien écoutait sans interrompre, ils scellèrent un pacte silencieux. Aucun compromis qui trahirait leurs convictions, aucun recul qui ne soit pas concerté, aucun renoncement qui ne soit pas accompagné d'espoir. La bataille venait de franchir un seuil, et ensemble, ils allaient y aller jusqu'au bout. La brume recouvrait encore la vallée lorsque Julien gara la voiture devant le petit tribunal de province où l'audience allait avoir lieu. Ce n'était pas un bâtiment imposant, mais pour Claire, il avait l'apparence d'une forteresse, une muraille qu'elle devait franchir pour retrouver sa fille. Les jours qui avaient suivi sa rencontre avec l'avocat Ackerman avaient été intenses, remplis de préparation, de consultations avec le juriste que Julien avait contacté, d'échanges de documents, de transcriptions, de relectures fébriles. La pression était immense, mais elle avançait. Pour la première fois, elle n'était pas seule dans cette bataille. Julien avait tout organisé. Il avait mobilisé des contacts qui, autrefois, avaient collaboré avec lui sur des dossiers complexes liés à l'exploitation agricole. Un de ses anciens partenaires, devenu juriste indépendant, accepta de représenter Claire de façon officieuse,
dans l'objectif d'obtenir une audience exceptionnelle. L'enregistrement de Maude fut décisif. Grâce à son témoignage précis, ils purent démontrer que le retrait de la garde avait été manipulé par les grands-parents. Cela ne suffisait pas encore pour une restitution immédiate de l'autorité parentale, mais cela permettait d'ouvrir une audience de révision. Ce matin-là, Claire était assise à l'arrière du véhicule, ses mains posées sur ses genoux, les doigts entremêlés, le souffle irrégulier. Julien se tourna vers elle. « Tu n'as pas à prouver que tu es une mère parfaite. Tu dois juste montrer que tu es prête à être là. » Elle hocha lentement la tête. Puis ils sortirent de la voiture et franchirent les marches du tribunal. À l'intérieur, le couloir menant à la salle d'audience était froid, les murs couverts de panneaux administratifs. Claire se sentit brutalement projetée dans le passé, la première fois qu'elle était venue ici, en larmes, seule, fragile, face à des avocats en costume qui parlaient d'elle comme d'un problème à résoudre. Aujourd'hui, elle se tenait droite, tremblante, certes, mais debout. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle vit les parents de Thomas déjà installés. Le regard de la belle-mère était glacial. Le père, lui, regardait droit devant lui, refusant de croiser les yeux de Claire. Leur avocat, maître Ackerman, était en pleine discussion avec le greffier. Claire sentit son estomac se tordre, mais Julien posa sa main sur son épaule, brièvement, et elle s'assit. L'audience débuta avec une introduction formelle. Le juge, une femme d'une 50aine d'années à l'air strict mais attentif, relut les éléments du dossier. Puis elle donna la parole aux parties. Claire parla la première. Elle raconta tout, sans détour, sans dramatisation, mais avec sincérité. Elle expliqua son effondrement, son hospitalisation, sa tentative de reconstruction, les lettres qu'elle avait écrites à Jeanne chaque semaine, jamais envoyées. Elle décrivit la peur constante, les portes qui se fermaient, la solitude. Puis elle évoqua sa rencontre avec Julien, l'accueil inattendu, la stabilité retrouvée, le retour progressif à une forme de normalité. Elle tendit ensuite à la juge l'enregistrement de Maude, le témoignage écrit du psychologue qui l'avait suivi, la lettre de recommandation de son avocat et les documents montrant les incohérences dans le comportement des grands-parents. Les pièces furent consultées en silence. Maître Ackerman, dans sa plaidoirie, tenta de discréditer Claire. Il parla de déséquilibre émotionnel, de danger potentiel pour l'enfant, de fuite irresponsable. Il décrivit Julien comme un homme instable, vivant à l'écart de la société, soupçonnant une influence néfaste sur Claire. Mais à mesure qu'il avançait, ses arguments paraissaient creux, basés sur des suppositions, des exagérations. La juge l'arrêta plusieurs fois pour exiger des faits concrets, des dates précises, des preuves. Puis ce fut au tour du représentant de Claire. Il prit la parole, posé, méthodique. Il démontra que Claire n'avait jamais eu l'intention d'abandonner sa fille, mais qu'elle avait été placée dans une spirale de décisions injustes. Il insista sur les tentatives de médiation avortées, les lettres non transmises, les refus systématiques des grands-parents. Il rappela que Claire ne demandait pas la garde immédiate, mais un droit fondamental, celui d'exister aux yeux de son enfant. La juge écouta tout, prenant des notes, attentive à chaque mot. L'audience dura plus de 2 heures. Lorsque la juge annonça une suspension de séance avant de rendre sa décision, Claire sentit ses jambes trembler. Elle sortit dans la cour, s'assit sur un banc. Julien s'installa à côté d'elle. Aucun mot ne fut échangé pendant plusieurs minutes. Le silence était rempli d'espoir et de crainte. Lorsque l'audience reprit, la salle était plus calme. La juge relut une partie des arguments, puis leva les yeux vers Claire. « Madame Dubois, le tribunal considère qu'il existe des éléments nouveaux suffisamment sérieux pour justifier une réouverture du dossier de garde. En conséquence, il est ordonné qu'un droit de visite supervisée soit rétabli dans un premier temps, avec possibilité de révision ultérieure. » Claire n'entendit plus rien pendant quelques secondes. Son cœur battait trop fort. Le mot important avait été prononcé. Réouverture. Cela voulait dire que la porte n'était plus fermée, qu'elle allait pouvoir voir sa fille, l'approcher, lui parler. Les grands-parents protestèrent faiblement. Ackerman demanda une suspension, mais la juge coupa court. Elle fixait Claire avec sérieux. « Ce n'est qu'un premier pas, madame, mais ce pas, vous l'avez gagné. » À la sortie du tribunal, le ciel s'était éclairci. Julien lui tendit les clés de la voiture. « Tu veux conduire ?» Claire rit, nerveuse. « J'ai du mal à croire que c'est réel. » « C'est réel, et ce n'est que le début.
Ils remontèrent dans la voiture, et pendant que la vallée s'étendait à l'horizon, Claire serrait le dossier contre elle, le regard tourné vers l'avant. Elle savait que tout n'était pas gagné, qu'il y aurait encore des obstacles, mais elle avait franchi le premier, et désormais elle n'était plus seule. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis l'audience. Le vent d'automne s'était levé, secouant les arbres autour de la maison, déposant des tapis de feuilles rousses sur les sentiers qui menaient à la propriété. Le calme était revenu, mais il ne s'agissait plus de ce silence tendu, de cette attente inquiète. C'était une tranquillité nouvelle, solide, méritée. La maison semblait avoir changé, elle aussi. Les pièces autrefois figées dans la solitude vibraient désormais d'une autre énergie. Julien avait cessé d'écrire ses lettres à Élise. Le carnet restait dans un tiroir, refermé. Il n'avait pas eu besoin de prendre cette décision consciemment. Il avait simplement arrêté. Et cela avait suffi à marquer le passage vers autre chose. Claire passait encore ses matinées à travailler sur la propriété. Les tâches ne manquaient pas, et elle s'y consacrait avec la même rigueur qu'à son ancien travail, mais avec une légèreté nouvelle. Il n'y avait plus de fuite dans ses gestes. Elle ne courait plus après l'oubli. Elle avançait. Les après-midi étaient souvent consacrés aux préparations, car dans quelques jours, elle allait accueillir sa fille pour la première fois depuis des années. La juge avait autorisé des visites encadrées dans un centre neutre de la ville. Le premier contact avait été difficile, chargé d'émotions, mais Jeanne l'avait reconnu. Elle n'avait pas pleuré, pas crié, ni demandé à partir. Elle avait simplement observé Claire, longuement, avec la curiosité réservée aux souvenirs enfouis. Elles avaient parlé de choses simples, l'école, les livres préférés, la peluche que Jeanne n'avait jamais quittée. La deuxième visite avait été plus détendue. Jeanne avait accepté un dessin, puis une histoire lue à voix haute. Et lors de la troisième rencontre, l'éducatrice avait noté un attachement naissant, une volonté de l'enfant de maintenir ce lien. Ce matin-là, Claire s'était levée plus tôt que d'habitude. Elle préparait la chambre d'amis, qui n'était plus celle où elle s'était réfugiée à son arrivée, mais celle où sa fille allait dormir. Elle avait trouvé dans le grenier un vieux lit en bois que Julien avait retapé. Ensemble, ils l'avaient repeint, choisi les draps, disposé quelques livres sur l'étagère. Julien avait même installé en toute discrétion une balançoire dans le jardin, un simple siège en bois suspendu à une corde solide entre deux arbres face au soleil couchant. C'était sa manière de lui souhaiter la bienvenue. Il ne disait pas beaucoup de choses, mais il savait montrer ce qui comptait. Vers 10 heures, la voiture du service de médiation arriva. Claire sortit précipitamment de la maison, essuya ses mains sur son tablier, le cœur battant comme si elle allait de nouveau affronter un juge. Mais ce n'était pas une audience, ce n'était pas un combat, c'était un moment doux, fragile, chargé d'émotions. Jeanne sortit lentement du véhicule, tenant la main de l'éducatrice. Elle portait un petit sac à dos et sa fameuse peluche. Lorsqu'elle vit Claire, elle ne sourit pas tout de suite, mais elle ne recula pas non plus. « Bonjour maman ». Ces 3 mots suffirent à briser ce qui restait de douleur. Claire s'accroupit, les bras ouverts, sans forcer le geste. Jeanne s'approcha lentement et se blottit contre elle. L'éducatrice sourit discrètement et s'éloigna pour leur laisser de l'espace. Julien observait la scène depuis le porche, les bras croisés, le regard plein de calme. Il ne s'approcha pas. Il savait que ce moment ne lui appartenait pas. L'après-midi se déroula comme dans un rêve. Claire montra à Jeanne les poules, les chèvres, le potager. Elles préparèrent ensemble un gâteau au yaourt. Julien resta en retrait, participant quand on le lui demandait, mais toujours avec discrétion. Il était là, en fond, comme un pilier silencieux. Jeanne ne lui parlait pas encore directement, mais elle l'observait souvent, intriguée par sa tranquillité, par cette présence qui ne cherchait pas à prendre de place. En fin de journée, après le goûter, elles sortirent dans le jardin. Claire montra la balançoire. Jeanne s'approcha, curieuse. « C'est toi qui l'as faite ?» demanda-t-elle. Julien acquiesça. « Pour toi. » Jeanne le regarda longuement, puis monta dessus. Claire la poussa doucement. Les rires qui s'élevèrent dans l'air ressemblaient à une musique qu'aucun d'eux n'avait entendue depuis longtemps. Quand la voiture revint chercher Jeanne, Claire lui promit qu'elles se reverraient bientôt. Cette fois, Jeanne la serra dans ses bras. Plus fort, plus longtemps. Le soir venu, Julien et Claire restèrent assis sur le banc face à la vallée, comme ils le faisaient souvent. Mais ce silence-là était différent. Ce n'était plus un silence de fuite, de douleur ou de manque.
C'était celui des choses accomplies, de l'espoir possible. « Merci pour tout », dit-elle simplement. Il se tourna vers elle. « Tu n'as plus besoin de me remercier. Cette maison est aussi la tienne maintenant. » Elle le regarda sans répondre. Aucun mot ne pouvait vraiment exprimer ce qu'elle ressentait, mais elle n'avait pas besoin de les trouver. Il comprenait. Et c'est ainsi que deux êtres cabossés, que rien ne destinait à se croiser, se retrouvèrent à partager un foyer, non par hasard mais par choix. Un choix lent, patient, forgé par la douleur, le respect, et ce lien silencieux plus fort que les blessures. La nuit tomba doucement sur la maison. À l'intérieur, le feu crépitait. Dehors, la balançoire bougeait encore, doucement, comme un écho de l'enfance retrouvée.